Bienvenue pour ce premier salon francilien de la santé mentale. Et donc je suis Clément Bonnet, président de Santé Mentale France Île-de-France. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Et avant de commencer, je voulais bien sûr remercier un certain nombre de personnes et d'institutions qui nous ont permis de réaliser ce premier salon. Je vais commencer par le CNAM, qui a bien voulu mettre à notre disposition des locaux formidables et toute une aide fonctionnelle qui était indispensable pour nous. Et vraiment, nous les remercions beaucoup. Remercier également le Conseil régional Île-de-France, qui nous a permis aussi d'engager un certain nombre de dépenses absolument nécessaires pour organiser ce salon. Et puis, au-delà de tout ça, il faut remercier tous les participants qui ont bien voulu venir installer un stand, beaucoup de nos associations adhérentes et non adhérentes qui se sont mobilisées pour ce faire, et puis des remerciements aussi, bien sûr, pour tous les intervenants de cette journée qui ont pris du temps pour venir nous parler de ce qui anime leur recherche au fil des jours. Et puis enfin, je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Santé Mentale France qui s'est beaucoup mobilisée pour organiser tout ce salon. Voilà. Donc merci à toutes ces personnes et toutes ces institutions. Alors nous commençons ce salon et ce forum. Nous commençons ce forum par l'intervention de Frédéric Debout, qui est professeur au CNAM et qui va aborder un sujet qu'elle travaille depuis longtemps et qu'elle continue à travailler, qui est la centralité du travail dans la stabilisation de la santé mentale. Donc on est très heureux de pouvoir poursuivre nos travaux autour du travail. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a seulement 15 jours, nous avons fait ce qu'on appelle une matinale dans le cadre de Santé Mentale France Île-de-France. Et c'était une matinale qui était sur l'emploi accompagné. Donc vous voyez que c'est un sujet qui nous poursuit un petit peu et que nous essayons bien sûr de développer le plus possible toutes ces questions autour du travail, de l'accès et du maintien dans l'emploi. Donc je donne la parole à Madame Debout. Merci Dr Bonnet, merci à tous les organisateurs, à Barbara Rist qui m'a demandé d'intervenir ce matin, au Dr Catonnet, à Carmen Delavoire pour toute l'organisation. Elle a été une cheville ouvrière très importante, donc je tenais quand même à la citer en préambule. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce premier salon francilien. D'autant que la question de l'emploi et du travail était, à vrai dire, au démarrage de ma carrière, où j'ai travaillé comme psychologue en ESAT. C'est là où j'ai rencontré les travaux du docteur Bonnet il y a déjà quelques années maintenant. Puis après, auprès des familles d'accueil en psychiatrie adulte avec Thierry Trémine, jusqu'à une thèse sous la direction de Christophe Dejour, ici, au conservatoire, et ma nomination à son départ en retraite. Le titre qui m'avait été donné pour cette intervention était « La place du travail dans la vie des personnes en situation de handicap psychique, les ressources actuelles pour accéder et se maintenir dans l'emploi ». Mais je pense qu'elle mérite un peu d'explicitation, cette phrase. Parce qu'une première question se pose en la lisant. Est-ce que la place du travail pour les personnes en situation de handicap, du point de vue du maintien de leur santé mentale, serait-elle différente que pour les personnes en situation ordinaire? Je pense que non. Le travail est central pour nous tous. Ce qui change probablement, c'est plus le rapport à l'emploi, effectivement. Et la question des ressources pour accéder à l'emploi sera sans doute mieux explicitée par les acteurs du champ, dans les stands notamment, et dans d'autres présentations que moi. Je vais donc m'arrêter davantage sur les rapports entre travail et santé mentale. En somme, je vous invite à un petit décalage
mais pour penser les thématiques qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, c'est-à-dire les rapports entre santé mentale et société. Comme je vais le présenter tout de suite après, le travail ne saurait être limité à l'emploi ou même au salariat. C'est pour cela que je vous invite à un pas de côté. En fait, la question, c'est surtout de savoir en quoi le travail est important pour construire, stabiliser et consolider notre santé mentale. Et de quoi la stabilité de notre santé mentale dépend dans le travail. La définition du travail est particulièrement problématique. La plupart du temps, celui-ci est encore défini en prenant pour modèle le travail salarié de type industriel ou en confondant travail et emploi. Mais cette définition manque de prendre en compte différentes activités qui, on le sait aujourd'hui, relèvent également de la sphère du travail. Je pense notamment au travail domestique, c'est-à-dire le travail qui est fait dans la sphère domestique, je ne parle pas du travail des domestiques, qu'on soit très clair. Le travail domestique, le travail associatif dont vous êtes les uns et les autres très sensibles, le travail bénévole, dont effectivement une question qui vous importe également, il me semble beaucoup. Parce qu'un bénévole, même s'il n'est pas salarié ni dans l'emploi, travaille effectivement beaucoup. On peut donc, dans un premier temps, élargir le spectre du travail au-delà de la simple activité salariée ou de l'emploi, tel qu'on peut l'entendre dans le sens le plus courant du terme. Malgré les éternels débats sur la définition et le périmètre du travail, il y a une réalité somme toute indiscutable derrière ce terme. Qu'il s'agisse d'une activité bénévole ou salariée, domestique ou professionnelle, de manœuvre ou de cadre, du public ou du privé, d'agriculture, de commerce, peu importe le champ. Travailler, c'est, je cite Christophe Dejour, mobiliser son corps, son intelligence, sa personne, pour une production ayant valeur d'usage. Je vais déplier cette formulation. Cette définition, finalement, fait moins porter l'accent sur la production du travail que sur le processus individuel et psychologique sous-jacent, c'est-à-dire le travailler, le verbe substantif, travailler. Le travail est l'effort que l'on fait, ou encore la peine que l'on prend pour exécuter une chose. Ainsi, le travail est-il d'emblée autre chose que le résultat ou le rendement du travail? On peut travailler beaucoup sans pour autant atteindre des résultats qu'on escomptait au départ. Le travailler, c'est la face invisible et subjective du travail, la face cachée. La dimension subjective de l'activité qui ne se voit pas, et qui est même invisible à celui-là même qui l'a fait. Il faut souvent un temps après pour pouvoir se rendre compte de tout ce qu'on a mis en œuvre pour arriver à faire ce qu'on fait. Je vous invite à faire l'exercice, vous allez vite vous rendre compte de la complexité de la tâche. Donc le travail correspond surtout à ce qui se déploie sur la scène invisible. Cet aspect du processus d'élaboration du travail ne sera donc pas mesurable au travers d'une évaluation quantitative. Elle ne peut pas être réduite, par exemple, au temps de travail. Quand on rentre chez soi, on est toujours pris par des questions de travail. Il suffit que vous butiez sur un problème, quelque chose qui fasse obstacle dans la journée, et vous le ramenez chez vous. C'est faux de dire qu'on peut raccrocher la blouse pour les soignants ou quel que soit l'outil de travail à la porte de l'atelier ou au vestiaire. Le travail continue, y compris dans le rêve. Moi, cette nuit, j'ai rêvé de cette conférence. J'ai été très intimidée et je me suis dit, oulala, il va y avoir du monde ou il va ne pas y avoir de monde, mais quoi qu'il en soit, il y a des enjeux. Donc, j'ai rêvé de cette conférence, y compris cette nuit. La place qu'occupe le travailler dans la vie psychique
dépasse largement le temps passé sur le lieu de travail. Donc finalement, la définition qu'on va retenir porte moins sur l'aspect productif de l'activité que sur les processus sous-jacents. En même temps, le travailler met l'accent sur le pouvoir mutatif du travail. Le travail permet toujours, et c'est pour ça qu'on s'y engage, de transformer le monde, notre monde, celui dans lequel on vit, mais également se transformer soi-même. En transformant le monde, le sujet se transforme lui-même. On n'est plus les mêmes après l'expérience de travail. Essayez de vous remémorer vos débuts et comment vous êtes maintenant. Alors, qu'on soit étudiant, qu'on soit professionnel, à vrai dire, le même exercice est valable. Vous allez vous rendre compte du déplacement que vous avez opéré du fait du rapport à l'activité. Le travail est donc un processus dont on ne sort jamais indemne. On est toujours différent à l'issue du rapport au travail qu'avant. Le travail peut donc ainsi participer à l'accomplissement de soi, voire au rattrapage de failles subjectives, de vulnérabilité psychique qu'on présentait au décours de l'adolescence. En se confrontant au réel et en mobilisant toute sa personnalité et toute sa subjectivité, c'est-à-dire corps et vie psychique, le travailleur accroît ses registres de sensibilité. Il découvre des habiletés jusque-là insoupçonnées ou en développe de nouvelles. Un menuisier ou un ébéniste va devoir faire corps avec le bois jusqu'à sentir toutes les essences, toutes les nervures pour pouvoir travailler le bois de la manière la plus efficace possible. Mais on peut le prendre sur des activités moins manuelles. Il y a un livre que je vous conseille de Jérôme Thelot sur la prosodie chez Baudelaire, et on voit à quel point Baudelaire, en se confrontant en fait à la sonorité des mots, élabore sa poésie. Une sensibilité qu'on n'avait pas ou qu'on ne pensait pas avoir et qu'on développe, qu'on construit dans le rapport au réel et à la tâche. Travailler nécessite de faire corps avec la matière, le bois par exemple, avec l'autre. Dans le cas des soins, il faut pouvoir entrer dans un rapport, faire corps avec le malade pour pouvoir aller au-delà de ce qu'il ne peut dire. Le travail repose toujours sur un corps à corps. Parce que travailler, c'est toujours faire l'expérience de l'obstacle qui ne manque jamais de surgir au cours de l'activité. Il va falloir donc mobiliser sa subjectivité pour essayer de trouver une solution, trouvailler, ruser, dans le but de contourner l'obstacle ou de le dépasser. Ce qui amène Christophe Dejour à dire que travailler, c'est tricher. Non pas frauder, mais tricher au sens de la triche de la couturière. Si vous voulez faire un ourlet sur une robe et que vous voulez que la robe tombe devant et derrière de la même façon, vous ne pouvez pas appliquer les mêmes mesures devant et derrière. Il va falloir tricher l'ourlet de sorte que finalement le vêtement tombe exactement comme vous l'avez souhaité ou plutôt comme la cliente ou le client l'a voulu. Le problème du travail, c'est que ça ne marche pas. La solution n'est jamais donnée à l'avance. Il faut la trouver, voire la construire. Il ne se déroule jamais comme prévu et les consignes données ne peuvent jamais prévoir l'étendue des situations possibles. Ceux qui ont une activité à l'hôpital s'en rendent bien compte. Les protocoles de soins ne permettent pas de soigner. On pourra revenir dans les questions si vous voulez. Mais
Cet inattendu, c'est le réel du travail, ce qui résiste à la maîtrise par les moyens conventionnels et qui nécessite la convocation de l'intelligence des travailleurs. Les modes opératoires prescrits ne permettent pas de faire face aux imprévus. Donc, on ne peut jamais se limiter à la prescription, à la lettre. Il n'y a jamais de travail de pure exécution, même dans un travail très standardisé comme le travail à la chaîne. Si vous voulez en être convaincu, je vous renvoie à un film qui s'appelle « C'est quoi ce travail ?» par Luc Joulet et Sébastien Jousse. Vous allez voir comment l'intelligence des ouvriers à la chaîne est mobilisée. Exécuter strictement les prescriptions sans les interpréter et les adapter, c'est finalement mettre le processus en panne. C'est ce qu'on appelle la grève du zèle, qui est beaucoup plus délétère que la grève, c'est-à-dire la cessation de l'activité. La grève du zèle fait perdre toute intelligence à une organisation collective. Dans le travail, il y a toujours donc un surplus subjectif, quel que soit l'emploi ou le statut que vous avez pour vous engager dans le travail. Ça n'a rien à voir. Ce surplus subjectif, c'est ce qu'on appelle tantôt la créativité, l'ingéniosité, etc. Ainsi, quand les travailleurs ne font pas ce qu'on leur demande de faire, exactement comme on leur demande de faire, ce n'est pas parce qu'ils sont foncièrement irrévérents, irrespectueux ou défiants, mais parce que le travail le nécessite. C'est parce que ces prescriptions ne suffisent pas à rendre le travail faisable. Ce zèle dont je vous parle, aucune organisation ne peut s'en passer. Ce zèle est composé non seulement d'une certaine forme d'intelligence, dont je dis déjà 2-3 mots, une intelligence du corps, il faut faire corps avec le réel pour arriver à le maîtriser et le dépasser, mais aussi des modalités d'engagement de cette intelligence. On ne va pas s'engager pour rien. Et on ne se maintient pas engagé dans le travail pour rien. Il ne suffit pas d'être confronté au travail pour s'y maintenir engagé. L'intelligence à elle seule ne suffit pas. Évidemment, quand je parle d'intelligence, vous avez bien en tête que je ne parle pas du QI ou des mesures de l'intelligence cognitive. C'est autre chose dont je parle. Cette intelligence nécessite d'être mobilisée par la volonté, le désir de la mettre en action. Elle ne préexiste pas en soi. C'est une intelligence toujours en action. On ne peut pas penser qu'elle préexiste à l'activité. Elle passe toujours par le corps, je vous le disais, dans une manière de sentir l'autre et ou la machine. La bête humaine de Zola, pour ceux qui ont lu ce roman, en ont un bel exemple. Le conducteur va jusqu'à humaniser la machine pour pouvoir travailler avec elle, jusqu'à lui donner un nom. Puis ça, vous en avez peut-être des anecdotes aussi dans vos propres parcours. Qui ne s'est pas énervé contre son ordinateur ou sa photocopieuse, jusqu'à lui donner des coups de pied, etc. Pensez pas que je m'attaque à tous les appareils comme ça non plus tout le temps. Mais si vous voulez, c'est pour illustrer le fait que le rapport, y compris à l'inerte à la machine, n'est pas neutre sur le plan subjectif. Le travail représente donc une occasion plutôt, de pouvoir nous sentir plus intelligents, d'acquérir des registres de soi qu'on ne pensait pas avoir. C'est ainsi une occasion également de rattrapage, de failles identitaires, manière d'aller mieux. Toutefois, ce n'est ni automatique, ni solipsiste. Il y a des conditions sociales pour permettre cet engagement et ce maintien dans l'engagement dans le travail. On travaille toujours pour et ou à destination des autres.
le travail de facto est inscrit dans des rapports sociaux. Ce qu'on fait et comment on le fait, on en attend toujours une forme de rétribution, qui est une des conditions pour laquelle on s'engage dans le travail. Mais cette rétribution, avant d'être monétaire, relève de l'économie symbolique. Il s'agit de la reconnaissance. Je ne suis pas en train de dire que le salaire ou le niveau de salaire est complètement indifférent. Il porte en lui-même une dimension de la reconnaissance, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne suffit pas. Vous pouvez toucher un très bon salaire, mais si vous n'avez pas de travail, vous allez mal. C'est ce qu'on appelle les mises au placard. Cette reconnaissance passe bien davantage par une série de jugements. Des jugements qui portent sur le travail accompli et proférés par des acteurs spécifiques, ceux qui connaissent le champ dans lequel on travaille. Essentiellement, deux types de jugements qui nous confèrent à la fois une appartenance au groupe social et sanctionnent la participation à l'œuvre commune, c'est-à-dire confèrent une part de sens à notre existence. Je le disais, deux types de jugements. Un premier, donc les deux sont intriqués, des jugements d'utilité qui portent sur l'utilité sociale, économique ou technique des contributions singulières, essentiellement émis par la hiérarchie ou les subordonnés, éventuellement les clients ou les bénéficiaires. C'est utile ce que vous avez fait pour moi. Il peut se traduire par différentes choses, des primes, le salaire, les avancements, etc., sans s'y limiter encore une fois. Ce jugement est capital dans la quête d'identité, qui est le socle de notre santé mentale. Le désir d'être utile est psychologiquement crucial. C'est pourquoi l'arrêt maladie de longue durée, la difficulté d'insertion, la mise au placard ou le chômage sont des périls extrêmement importants pour la vie psychique. À être inutile à autrui, le risque est de devenir inutile à soi-même. Ce premier jugement crucial n'est pas suffisant. Ce n'est pas pour ça seulement qu'on s'engage dans le travail. On attend également ce qu'on appelle un jugement de beauté. Jugement de beauté parce que souvent il s'exprime en des termes esthétiques. C'est de la belle ouvrage, c'est du beau boulot. C'est un beau tableau électrique. Rien à voir avec la qualité esthétique du tableau électrique, vous l'imaginez bien. Mais c'est en référence à des règles qui codifient ce qui est de l'ordre de la qualité du travail ou ce qui n'en est pas. Donc un premier volet de ce jugement consiste à sanctionner la conformité aux règles de l'art. C'est fait dans les règles de l'art. C'est ce jugement qui nous permet d'être intégrés à un collectif ou une communauté d'appartenance, voire à un métier. Un second volet consiste à attribuer au sujet des qualités qui le distinguent des autres, une forme d'originalité, reconnaître sa singularité dans la production d'une action. Par exemple, c'est un beau béton. Bon, je ne reprends pas l'exemple, mais vous imaginez bien que le beau béton, là non plus, n'est pas de l'ordre de l'art, mais plutôt des règles de l'art. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce jugement n'a de valeur que s'il émane de ceux qui connaissent le travail. C'est-à-dire que si votre facteur vous dit que vous faites un beau boulot, vous vous dites qu'il est sympa. Si vous le répète tous les matins, vous commencez à vous dire qu'il est bizarre quand même. Parce que comment il peut le savoir, sur quoi il se fonde pour avoir une valeur, ces jugements-là doivent être proférés par des acteurs légitimes pour pouvoir le faire. Toutefois, les acteurs légitimes peuvent aussi vous reconnaître pour faire du sale boulot. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous êtes en désaccord avec vos collègues qui vous disent « c'est du beau boulot ce que tu as fait », tout de suite vous vous mettez à douter de la qualité de ce que vous avez fait. Il y a donc toujours deux temps dans les jugements de reconnaissance. D'abord, un jugement de conformité, puis
un jugement d'originalité. Mais toujours, ces jugements doivent porter sur le travail accompli, non pas sur la personne. Si on vous félicite sur votre tenue vestimentaire ou si parce que vous êtes sympa, ça n'a rien à voir avec un jugement de reconnaissance sur le travail. Et ça n'a pas du tout la même portée psychologique. Voire même, ça induit d'autres choses, plutôt des alliances que, effectivement, une coopération fondée sur le travail. C'est un point capital. La rétribution symbolique espérée par nous tous pour la contribution effectuée ne porte ni sur l'avoir, ni sur l'être, je vais y arriver, mais sur le faire, sur le travail accompli, sur à la fois ce qui est fait, mais aussi la manière de le faire. En retour, la reconnaissance de la qualité du travail accompli peut s'inscrire sur le plan de la personnalité, l'équilibre psychique, en termes de gain dans le registre de l'identité. Pour le dire autrement, la rétribution symbolique conférée par la reconnaissance peut prendre sens par rapport aux attentes subjectives d'accomplissement de soi. À être estimé comme bon ou meilleur, on se sent meilleur ou bon. La séquence génétique est donc capitale. Reconnaissance du faire d'abord, rétribution, gratification identitaire ensuite, et non l'inverse, pour que ce soit opérant. Cette reconnaissance contribue donc à donner un sens à l'engagement dans le travail, en gratifiant le sujet par rapport à ses attentes vis-à-vis de l'accomplissement de soi. Il peut transformer la souffrance qu'on endure tous au cours de l'activité en plaisir. Mais pour que cette dynamique de la reconnaissance, et je ne vais plus être très longue pour laisser la place aux questions, mais pour que cette dynamique de la reconnaissance puisse être effective, cela suppose l'existence de certaines conditions sociales. Elles ne dépendent pas juste de facteurs intersubjectifs ou subjectifs, mais bien de conditions sociales, organisationnelles. Ce qui donc pose un certain nombre de questions, notamment dans les associations d'insertion par l'emploi. 3 types essentiellement de conditions sont requises pour que cette reconnaissance puisse effectivement avoir une portée sur l'économie subjective des individus. Tout d'abord, la possibilité de rendre visible le travail, les efforts qu'on a faits. Cette mise en visibilité ne peut pas faire l'économie des relations de confiance. Si vous n'avez pas confiance en vos collègues ou en vos supérieurs hiérarchiques, vous ne donnez pas à voir tous les tâtonnements par lesquels vous êtes passés, les erreurs, les doutes, ce que vous n'avez pas réussi à faire, etc., etc., qui constituent une part non négligeable du travail. Cette économie de la confiance, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais dépend notamment de la question de la coopération, la manière dont les gens peuvent s'engager dans le travail ensemble. La coopération qui est fondamentalement dépendante de l'organisation du travail. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'organisations du travail qui détruisent les liens de coopération. Je pense à toutes ces organisations de travail qu'on appelle de type gestionnaire, financiarisées, qui tordent finalement l'activité de travail pour la réduire à une activité évaluée uniquement du point de vue du rendement. Après, on pourrait développer, mais... Des organisations de travail peuvent soutenir la coopération ou au contraire la déstructurer. Qui plus est, cette coopération met beaucoup de temps à se construire. Elle n'est pas prescrite, elle ne peut pas se prescrire. La manière dont vous allez vous engager dans la coopération avec les autres, on peut vous le demander, mais ce n'est pas dit du tout que vous le fassiez. Donc ça, c'était la première condition. La deuxième, c'est des conditions d'intercompréhension.
Il faut pouvoir parler de la même chose. Il n'est pas dit aujourd'hui, par exemple, à l'hôpital qu'on parle de la même chose. Voilà. Entre, on va dire, les administratifs d'une manière générale et les soignants d'autre part. Mais je pourrais prendre cet exemple dans le médico-social ou dans la verrerie. Enfin, voilà. Il y a aujourd'hui, dans ces organisations de travail-là, les conditions d'intercompréhension ne sont plus basées sur l'œuvre commune, celle qui a été définie communément, enfin ensemble, mais sur toute autre chose sur laquelle on ne s'accorde pas. La troisième des conditions, c'est la possibilité d'avoir des espaces de délibération. Émettre des jugements de reconnaissance nécessite d'établir des règles codifiant ce qui est de l'ordre du beau boulot, ce qui ne l'est pas. Ces règles-là ne sont pas données par l'organisation du travail, elles sont construites en référence au réel par les acteurs de terrain. Or, s'il n'y a pas de délibération sur ce qu'on trouve bien, pas bien, juste, injuste, il n'y a pas de construction de règles. Sans construction de règles, pas de jugement de reconnaissance. Et donc pas de transformation de la souffrance en plaisir. Cela suppose donc des organisations de travail qui ne dénient pas l'écart entre ce qui est prescrit et ce que font réellement les gens. Des organisations de travail qui ne dénient pas l'effort nécessaire pour réduire cet écart et qui valorisent au contraire la mobilisation de l'intelligence pratique et l'acquisition de l'expérience. Je pense que j'étais un peu trop longue, donc je vais avancer un peu. Pour que la coopération puisse avoir lieu, l'organisation de travail doit tolérer des espaces informels de délibération. Pas seulement prescrire des espaces formels, mais aussi tolérer des espaces informels dans lesquels la délibération, qui n'est pas seulement une confrontation d'avis, souvent ça peut être très musclé, on n'est pas d'accord sur les manières de faire. Cette délibération est fondamentale dans la construction des normes de justice dans le travail. Elle ne peut pas évacuer, à côté de la question de l'organisation du travail, les questions des buts du travail, les valeurs, les possibles conflits qui peuvent exister. Toutefois, il faut quand même préciser que tous les métiers ne sont pas égaux du point de vue de la reconnaissance. La reconnaissance de certains savoir-faire est même plus difficile, voire même est empêchée par l'exercice du travail lui-même. Les savoir-faire de prudence ou savoir-faire discret, comme en parle Pascal Molinier, des savoir-faire qui ne produisent pas d'objets visibles, mais qui en plus dépendent de leur invisibilisation. Le soin dépend de sa propre invisibilisation. Elle prend l'exemple du film « Johnny s'en va en guerre » et de l'infirmière qui apporte le verre d'eau au malade avant même qu'il ait soif. Prendre soin nécessite d'invisibiliser la tâche même. Ça ne veut pas dire que cette reconnaissance dans ces métiers ou dans ces tâches discrètes soit impossible. Elle dépend des acteurs eux-mêmes qui, eux, connaissent le champ, reconnaissent le beau boulot. Pour conclure, je vous dirais que le travail est finalement l'occasion de la mise en œuvre des prolégomènes ou des préalables à la démocratie. La délibération, c'est l'expérience, c'est faire l'expérience de la démocratie. Ce qui le rend indispensable pour tout citoyen. Être exclu de la possibilité d'exercer cette possibilité-là pose un problème de démocratie.
C'est la raison pour laquelle le travail n'est pas seulement central pour notre santé mentale individuelle, mais également central du point de vue politique. Mais cela est étroitement lié à des choix, j'insiste, en matière de modèle d'organisation sociale, d'organisation du travail et de modèle économique. Ce point est important car il nous a conduit à soutenir l'idée que le plaisir au travail et les conditions de sa mise en œuvre sont des questions politiques majeures et malheureusement trop peu présentes dans l'espace public, même si on entend un tout petit peu ces derniers temps, mais enfin très très mal, ceci étant dit, dans l'espace public et dans le champ politique. Donc sur ces mots plutôt introductifs, je vous l'avais dit, un point de décalage, je vous remercie et je vous souhaite un très beau colloque. Bien, merci beaucoup. Je crois que il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans ce qui a été dit, c'est en transformant le monde, le sujet se transforme lui-même. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est effectivement à retenir pour chacun de nous et peut-être aussi pour chacune des personnes que nous accompagnons dans sa situation de handicap ou autre. Il y a toujours cette idée finalement que le travail est quand même un outil extraordinaire pour que nous puissions nous transformer et que les personnes qui sont au travail puissent se transformer. Alors je crois que ça a été très bien dit, très bien expliqué, et j'ai envie de dire que finalement, bon, ça c'est une des phases du travail que vous avez pu développer, mais c'est vrai que quand on vous écoute, on se dit finalement le travail, c'est quelque chose de formidable et c'est quelque chose qui nous fait du bien. Finalement, le travail, ça nous fait du bien. Donc on voit bien, et on a bien vu, vous avez bien développé toutes ces dimensions qui font que finalement le travail vient prendre une place essentielle pour notre identité et on sait combien c'est important. Alors il reste bien sûr toutes les phases qui concernent le travail qui nous ferait du mal, ce que vous n'avez pas abordé aujourd'hui, mais c'est vrai que aussi on peut en parler. Et puis je pense aussi qu'on peut, au travers des questions, reprendre un certain nombre de choses concernant l'organisation du travail, et en particulier effectivement dans les milieux sanitaires et dans les milieux médico-sociaux. Et cette organisation du travail, elle est vraiment très importante, à la fois pour les professionnels qui sont au travail, et c'est aussi très important pour les personnes en situation de handicap qui accèdent au travail ou qui essayent de se maintenir au travail. Et c'est vrai que j'ai eu dernièrement une expérience là d'une personne qui était en emploi accompagné, effectivement, et on mesure bien l'importance de l'organisation du travail pour favoriser effectivement l'insertion d'une personne qui est en emploi accompagné, ou pour au contraire la mettre dans une situation telle que cette insertion va devenir impossible. Donc je crois que cette question de l'organisation du travail est vraiment très importante. Nous avons un quart d'heure pour poser des questions, donc ne vous privez pas. Et Madame Debout sera très heureuse de pouvoir compléter et répondre à vos interrogations. Oui, je ne sais pas s'il y a un micro. Essayez de parler un peu fort.
je peux pas répondre, mais effectivement, vous avez raison, c'est des choses qui posent de grosses questions sur le plan politique. Absolument. Non, mais je crois qu'il y a un problème de justice sociale et effectivement, c'est très important comme question. Et ça rejoint aussi ce que disait Madame Debout sur la reconnaissance, hein, et sur le fait que s'il n'y a pas effectivement cette reconnaissance, et même si on enlève de cette reconnaissance financière, et effectivement, là, il y a quelque chose qui ne peut plus aller. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, non, s'il n'y a pas de reconnaissance, effectivement, c'est pas pensable de s'intégrer. Autre question? Allez-y. J'ai bien, en préambule, j'ai bien distingué l'emploi et le travail. Pardon. Mais, et vous avez raison, on est d'accord. Le bénévolat, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Ce sur quoi j'insistais, c'est la possibilité de contribuer à quelque chose qui va être reconnu par les autres. Même si c'est en marge de la question de l'emploi, c'est important pour tout le monde. Et c'est là-dessus que j'insistais. La question de l'emploi, et vous avez raison de l'ajouter, que c'est aussi important de pouvoir dispenser, quand c'est possible, quand c'est nécessaire, des gens de la question de l'emploi. C'est tout à fait juste. Madame ? Allez-y, madame.
Effectivement, c'est ce que la définition qu'on donnait en début en disant que c'est une production ayant valeur d'usage, et c'est en ça aussi que c'est important sur le plan identitaire, parce qu'on a besoin que ce qu'on fait soit reconnu par les autres, et donc visible. Ce qu'on fait chez soi, effectivement, par définition, est peu visible par les autres. Mais ce qui rend, du coup, le travail social très compliqué, parce que ce sont des gens qui vont vraiment pas bien. Vous avez tout à fait raison. Moi, je les constate à plusieurs niveaux, en ESAT puis à l'hôpital. Mais c'est à mettre au regard des organisations de travail actuelles dont j'ai parlé. C'est qu'effectivement, pour les soignants, aujourd'hui, il y a des choses qui ne... sont difficilement audibles. C'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas de moyens non plus pour faire face aux demandes qui leur sont adressées. Pas de moyens, je ne parle pas forcément des moyens financiers, mais les services de psychiatrie connaissent aussi depuis de nombreuses années des gros problèmes de recrutement. On a cessé de diminuer le nombre de lits, enfin j'en passe, mais ça rend le travail en coopération très compliqué. C'est pas du tout pour justifier ce qui se fait actuellement.
Oui. Ce qui est faux, non mais ce qui est faux dans notre Oui. sens, mais pas les connaissances de tout le monde. Et effectivement, la politique et l'administration, parfois d'être accro, il faut bien le dire, des TH et autres, au lien entre les uns et les autres de manière à peu près saine. Parce que quand on est du côté médico-social, moi en tant que médecin, je n'ai aucune notion du handicap pour lequel la personne est présentée. Je vais le découvrir et à ce moment-là devoir faire un réseau pour essayer de retrouver d'où vient le soin, d'une certaine manière. C'est pour dire qu'il ne faut pas hésiter non plus quand on est dans le médico-social à aller prendre son bâton de pèlerin, aller voir les uns autres, mais c'est pas les psychiatres, hein, ça, vous laissez tomber. C'est les infirmiers, les assistants sociaux, les éduques, etc., etc. Dès qu'ils vous auront reconnu, le dialogue va s'instaurer, mais il ne s'instaure pas dans la crise, il faut l'instaurer en préalable, avant les crises. Merci. Dernière question, puis on va s'arrêter. Allez-y. Pas une question, mais est-ce qu'on pourrait disposer de micros pour les intervenants? Parce que sinon, nous, on n'entend absolument rien de la discussion et c'est très dommage. D'accord. Est-ce que ce serait possible pour la suite? Je ne sais pas si c'est possible. Si, il faut quelqu'un qui puisse le passer. Oui, effectivement, ça existe, donc c'est bien. Alors, dernière question. Monsieur ou madame, oui, allez-y. Il est allumé? Est-ce qu'il est allumé? Il faut regarder s'il est allumé. Bon. Allez-y, parlez fort. C'est moi qui lui dictais ses ordonnances. Et je lui ai dit un jour, docteur Macoul, vous êtes un bon distributeur de médicaments, mais je vous quitte. Et je suis allé pour voir après. Il y avait à l'époque, quand j'étais soigné à 30 ans, il y avait 3 psychiatres à Nanterre en libéral. Maintenant, il n'y en a plus un seul. J'ai voulu aller au CMP. J'ai un rendez-vous pour, je ne sais plus quand, au mois de novembre, avec l'infirmière et ensuite peut-être avec un psychiatre. En attendant, j'ai trouvé des psychiatres à Paris. Mais je veux résumer tout, il m'a fallu 48 ans pour être bien soigné en psychiatrie. Et je trouve que c'est un vrai scandale. Oui, bonjour. Moi, je suis père aidante. J'ai un enfant qui est schizophrène. Ça va faire 10 ans. Il va mieux. Moi, par rapport à ce que j'ai entendu, oui, au niveau du travail, effectivement, ça a été en dents de scie au niveau de son accompagnement médical. Moi, ce que je reproche, c'est aussi l'accompagnement au sein des entreprises. Parce que ce sont des personnes, comme vous l'avez dit, il y a un langage à avoir. Vous parliez du travail, ok, mais il y a également ces rapports sociaux, ce langage, la posture, la communication. Et je trouve que dans les entreprises, il n'y a pas aussi un accompagnement. Nous, on a dû s'y adapter en tant que famille, fratrie aussi, qui a été impactée, bien évidemment. Et je trouve qu'on a fait un grand pas sur notre posture, notre communication, visible, invisible, ce qui n'est pas le cas dans le monde du travail. Et ça a un impact auprès des patients, qu'ils soient schizophrènes, bipolaires. Bien évidemment, ils sont aidés de l'extérieur, mais pas à l'intérieur du monde du travail. Donc la politique d'inclusion, c'est bien, c'est une bonne idée, mais il faut aller jusqu'au bout à ce niveau-là. Alors il faudrait quand même qu'il y ait des formations, qu'il y ait un lien justement
entre le médico-social et l'espace du travail même. Surtout quand ils sont dans des équipes. Il y en a, ils ne s'adaptent pas forcément dans des équipes. Mon fils travaille dans la comptabilité, donc il n'a pas besoin, et ça lui convient, d'avoir affaire à plusieurs personnes. Mais il y a aussi d'autres patients qui n'ont pas choisi, hein, c'est comme ça, ils sont dans des espaces collaboratifs, et il n'y a pas c'est à ce niveau-là que ça pêche, parce que vous avez des outils, des moyens, même si au niveau, je sais que c'est pas évident, hein, il manque pas mal d'accompagnateurs médico-sociaux, etc. Mais dans le monde du travail, si on veut qu'ils soient autonomes, et c'est ça, pour moi, la place du travail, c'est qu'ils puissent s'insérer et être en autonomie. Enfin, en autonomie, ils ne seront pas forcément tout le temps autonomes, selon leur pathologie, leur degré. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Quid de l'accompagnement dans le travail, dans l'espace du travail. Juste pour répondre rapidement, peut-être que former dans l'entreprise serait nécessaire, mais je vous répondrai que ce n'est pas suffisant. Si l'organisation du travail ne permet pas aux personnes dans l'entreprise de prendre un minimum soin des uns et des autres, à vrai dire, vous pouvez les former comme vous voulez. Ça aura un impact beaucoup plus délétère sur quelqu'un qui est malade, effectivement. Mais c'est malheureusement la actuelle. Donc, si vous voulez, la question de la formation ne peut pas rester l'alpha et l'oméga. Sans une transformation des organisations de travail pour restaurer à minima, la solidarité et l'entraide sur les lieux de travail, ça sera compliqué. Alors, très rapidement, hein, parce que... Très bien, merci. Très bien, merci. Non, mais ça montre, je crois que ça montre qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de dispositifs qui malheureusement souffrent souvent d'un manque de moyens. Et alors, ne parlons pas effectivement des difficultés d'articulation qu'on a évoquées et de ce divorce à la française qui fait qu'effectivement, entre le sanitaire et le social, c'est vraiment extrêmement difficile. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci à Madame Debout et continuez la journée en essayant de devenir encore plus intelligent. Voilà.